Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux sources écrites de la légende arthurienne mentionnées dans les chroniques des 9e et 10e siècles. Comme un chef de guerre breton, Arthur, grâce à ses exploits, va devenir roi, jusqu'à inspirer une légende universelle. Vous voulez en savoir plus sur la légende du roi Arthur? Venez avec moi. Pour l'observateur moderne, Arthur surgit du néant avec l'histoire des Bretons de Nennius datée du 9e siècle. L'auteur le présente comme un Dux Bellorum, un chef de guerre qui accompagne les rois celtes de l'île de Bretagne dans leur lutte permanente contre les envahisseurs saxons. Il est crédité de 12 victoires remportées sur ses adversaires. Cette première mention se trouve en partie corroborée par les laconiques annales de Cambrie compilées dans la seconde moitié du Xe siècle. Elles esquissent une ébauche de la chronologie. Arthur triomphe à la bataille de Mountbaden vers 516, mais périt en affrontant Mordred à Calman en vers 537. Curieusement, aucun des deux grands écrivains britanniques antérieurs à ces textes, Gildas Sapien et Bède le Vénérable, ne signalent l'existence d'Arthur. Les annales de Cambrie évoquent également un nommé Merlin. Devenu fou en 573 à la suite de la bataille d'Amteride, Arthur apparaît aussi dans plusieurs récits gallois épars, impossible à dater avec certitude. Citons notamment le fameux Kulvich et Olven, ou quelques passages contenus dans le livre noir de Karamatène. Il semble que, entre la rédaction des annales et la fin du XIe siècle, le personnage d'Arthur subit une étonnante promotion sociale, passant du statut de simple chef de guerre à celui de roi des Bretons. Il devient dès lors, pour tous les peuples celtes, un héros de légende, dont les exploits sans cesse magnifiés sont transmis oralement. L'historien Guillaume de Malmesbury déplore déjà vers 1125 que, à son propos, les Bretons racontent naïvement quantité de fables. Ce sont ces traditions qu'un clerc gallois, Geoffrey de Montemont, décide d'explorer à partir de 1134. Il rédige en latin une histoire des rois de Bretagne et une vie de Merlin. Sous sa plume, le roi Uther Pendragon s'introduit perfidement dans la couche d'Igerne, épouse du duc Gorlois de Cornouailles. Dans cette relation rendue possible par la magie de Merlin, naît Arthur. Devenu roi à son tour, il soumet successivement les Saxons, les Écossais, les Irlandais. Il conquiert de haute lutte l'Islande, la Scandinavie et la Gaule. Il défie même la puissance de Rome, écrasant ses légions au cours d'une campagne épique. Mais trahi par son neveu Mordred, il regagne la Grande-Bretagne. La confrontation ultime a lieu en Cornouailles et se solde par la mort du félon. Arthur, grièvement blessé, est alors emporté vers la mystérieuse île d'Avalon. L'œuvre de Geoffrey acquiert très rapidement une dimension internationale et les manuscrits vont pulluler. Le poète Jersey Weiss en donne une adaptation en langue romane vers 1155. Le roman de Brut. Mais Weiss ne se contente pas de traduire, il enrichit la matière de nouvelles anecdotes. Il est par exemple le premier, en l'état actuel de nos connaissances, à mentionner la célèbre table ronde. Les chevaliers y siègent dans la plus parfaite égalité et aucun ne peut se vanter d'être mieux placé qu'un autre. Sur ce terreau fertile va germer et croître le plus colossal ensemble mythique de la littérature européenne. Autant l'affirmer, le roi Arthur que nous dépeint Chrétien de Troyes se situe à des lieues du Dux Bellorum du VIe siècle mentionné par Nennius. Il vit à une époque indéterminée, une sorte de monde parallèle que l'on situe dans le passé par commodité. Dans sa manière d'agir, c'est un prince régnant à la fin du XIIe siècle. Il constitue à ce titre le garant de l'intégrité de ses États. Qu'il vienne à dépérir, à ne plus assumer correctement son rôle, et les dames perdront leurs maris, leurs terres seront ruinées, et les jeunes filles resteront orphelines et sans secours. Nombre de chevaliers mourront. Comme les monarques de ce temps, Arthur coiffe une pyramide féodale et entretient une kyrielle de fidèles, dont les plus éminents siègent à la prestigieuse table ronde. Il préside d'innombrables banquets et organise de splendides tournois. Il tient des cours itinérantes dans tout son royaume et à des dates correspondant aux fêtes liturgiques. C'est donc un prince pieux, un modèle de souverain chrétien. Ses résidences préférées sont Cardigan au Pays de Galles, Carduel, Carliste, Pays de Galles aussi, Gincetre, Winchester, Angleterre. On se précipite de fort loin pour apprendre le métier des armes auprès de lui, et sa renommée est telle qu'elle attire l'un des fils de l'empereur de Byzance.
Alexandre affirme franchement à son père: jamais un jour de ma vie je n'aurai un aume sur la tête. Je le jure avant que le roi Arthur ne m'ait remis l'épée, s'il le veut bien. Je ne désire pas recevoir mes armes d'un autre. Ses prouesses nous enseignent à demeurer vaillants et courtois, même si certaines de ses attitudes laissent parfois perplexes. Ainsi, au début d'Yvain ou Chevalier au Lion, on nous le décrit comme somnolent après un festin, au point d'abandonner impoliment ses invités et de se retirer dans ses appartements en compagnie de la reine, aux grandes dames de certains. Il est vrai que l'on ne boit pas que de l'eau durant ces appages. Il y a davantage de paroles dans un pot de vin que dans un fût de bière. Après le repas, sans bouger, chacun veut s'en aller, tuer nos radins. Arthur se montre de même étrangement passif lorsque Méléagant vient le défier devant l'assemblée de ses barons. Même magnifié, ce roi n'en est pas moins quelques défauts qui le rendent d'ailleurs plus attachant car plus accessible et humain. Il intervient rarement dans les cours des événements. Les romans de la table ronde rapportent avant tout les exploits individuels de ses plus braves guerriers, plaçant sur un piédestal la figure imaginaire du chevalier solitaire errant sans cesse en quête de gloire et de nouvelles aventures. L'œuvre de Chrétien de Troyes ne constitue pas un manuel consacré à l'art de bien gouverner. Tout au long de ces dizaines de milliers de vers, elle exalte les vertus chevaleresques absolues, la courtoisie, fait d'amour et de sens de l'honneur, le courage, la fidélité, la piété, le respect pour l'Église, les défenses des opprimés. Mais elle est avant tout une distraction pour les hommes et les femmes de la haute noblesse de l'époque. La profondeur du message et sa portée universelle, compréhensible par tous les membres de l'ordre équestre, confèrent à cette œuvre monumentale une aura exceptionnelle. Le mythe prospère en France, dans le vaste Saint-Empire romain germanique, en Scandinavie, en Angleterre. Mais le vrai miracle est sans doute ailleurs. Peut-être dans le langage intemporel employé par Chrétien de Troyes, qui lui a permis de franchir allègrement les barrières des siècles et de passer à la postérité. Plus de 800 ans après sa mort, le mystérieux auteur champenois fait toujours couler beaucoup d'encre et autant rêver les foules. Comme on l'a vu, au fil des siècles, la figure et la légende arthurienne ont évolué selon ses époques et ses auteurs, durant laquelle ils écrivent pour faire d'Arthur un simple chef de guerre à une figure légendaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.